Eh bien le bonjour très chers sportifs ou sportifs du dimanche. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on se retrouve pour parler de la Oka Speedgoat 6. La chèvre rapide vaut-elle ce pourquoi elle a été vendue? La question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui de façon très succincte. Toujours pareil, 3 chapitres sur cette chaîne pour parler des produits. Le premier, les caractéristiques techniques de la chaussure. Le deuxième, les points forts à mon sens. Et le troisième, les points négatifs à mon sens. On n'oublie pas que pour choisir une chaussure, le plus important, c'est qu'elle corresponde à ton pied, à ta foulée, au type de coureur que tu es. Évidemment, toutes les chaussures ne vont pas à tous les coureurs, ne vont pas dans tous les terrains et ne sont pas faites pour toutes les distances. Donc commence par établir de un ton budget, de 2 ton besoin, de 3 peut-être la chaussure te correspond. Vas-y. Le mieux reste d'aller se faire conseiller en magasin, d'aller chez des magasins spécialisés, de trouver des mecs qui pratiquent le trail ou la course sur route et de leur demander, leur poser la question de faire des fit tests, de voir ce qui va le mieux à ton pied, voire d'aller carrément chez un podologue spécialisé qui pourra t'orienter. Voilà pour le petit disclaimer. Parlons tout de suite de la Speedgoat. Vous l'avez vu, elles sont dans un état lamentable. J'avoue que j'en ai un peu pris soin, mais je leur ai mis pas mal de bornes dans la tronche et pas mal de projets dessus. Elles étaient au départ de la Maxi Race, elles étaient au départ de la Montagnarde, elles ont fait le GR20, elles ont fait beaucoup de sorties longues sur la prépa et elles ont fait le début de Nice. Malheureusement, elles m'ont lâché au moment de Nice pour des raisons de crampons principalement. On va voir tout ça juste après, mais globalement, elles m'auront tenu à peu près 350 kilomètres. Je commence par ça pour vous donner un peu le contexte, l'utilisation. Vous le voyez à la chaussure, je ne fais pas semblant de les utiliser, je ne l'ai pas emmené sur des petits projets. Quand je teste une chaussure, j'y vais à fond, je la ponce, je les sors et ensuite je vous dis ce que j'en ai pensé parce que c'est important pour moi le facteur durabilité quand on achète une paire de chaussures. On veut savoir aussi si on peut l'emmener sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, même si on est d'accord, au bout de 6 mois, vous avez perdu toutes les propriétés de la mousse et de l'amorti ou de la réactivité que vous pourriez avoir au niveau de la semelle. Les caractéristiques techniques sont donc les suivantes. On se retrouve avec un drop de 5 mm. Le drop, petit rappel, c'est la différence entre l'avant et l'arrière de la semelle. Donc une semelle qui est plutôt basse, c'est ce que veut Oka de toute façon. Elle veut des grosses plateformes, mais elle veut des petits drops. C'est ce qu'ils essayent de mettre en place, en tout cas au travers de leurs chaussures et de leurs différentes collections. Elle se veut être une chaussure parfaite pour l'accroche, l'amorti et la protection de vos pieds. Donc une chaussure qui, en théorie, va parfaitement pour de l'ultra distance ou des trails très longs. Donc on oublie les trails courts de 20 km, même si elles peuvent faire l'affaire en fonction de votre rythme et de vos attentes évidemment. Stick technique assez marrante je trouve, c'est une chaussure qui est végane. Me demandez pas les plus, les moins, je vous donne l'information. Et au niveau de l'empeigne en mèche, c'est fait avec des matériaux recyclés. Petit big up quand même là-dessus, sur l'aspect écologique que prétend la chaussure. Je n'ai pas poussé, je n'ai pas vocation à vous dire que attention au cas c'est écologique. Je vous dis juste les faits, tels qu'ils sont décrits dans la fiche technique. L'empeigne en mèche, on parle toujours de cette partie-là, c'est l'empeigne en mèche, c'est la partie qui protège le devant de vos pieds. Ici, elle a été pensée pour vous protéger des cailloux et des chocs qui pourraient y avoir et pour être assez résistante. Sous la semelle, on retrouve la technologie Vibram Mega Grip. C'est d'ailleurs ce qui m'étonne le plus, mais on y reviendra dans les points négatifs. Une grosse semelle Vibram, donc au niveau accroche, on est là normalement. Méga grip, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. T'annonces pas un méga grip quand tu glisses partout, ça n'aurait pas de sens. Mais si on rentre dans les petits détails techniques, vous avez une mousse Semeva, je ne sais pas comment on le prononce, mais c'est la mousse CMEVA qui vous permet beaucoup d'amorti au niveau de la chaussure, qui est censé absorber les points d'impact et offrir une assise à votre pied, une piéise comme on dit, pas du tout dans le milieu, confortable au niveau du pied. Vous avez une semelle qui a été conçue avec un style Meta Rocker, c'est-à-dire qu'en gros, votre pied est guidé, pour faire assez simple, dans sa démarche et que les points d'appui ont été pensés pour être au niveau des points d'appui naturels. On y reviendra juste après sur les points forts ou les points faibles de la chaussure, plus en détail évidemment. Le Vibram Traction Lug, ça s'appelle comme ça, c'est la nouvelle forme de crampon développée par Vibram exprès pour cette chaussure-là, que vous ne retrouvez que sous la Hoka 6 pour l'instant. Je ne sais pas les nouveautés du marché, donc
Voilà, globalement, c'est en train de sortir, ou en tout cas, c'est l'une des rares qu'il a. C'est censé vous proposer une meilleure plateforme d'appui, une meilleure accroche, au niveau de la semelle. Voilà pour les caractéristiques techniques de cette chaussure. Vous avez à peu près toutes les informations qu'il vous faut. C'est évidemment pour du trail, on ne va pas sur route avec, ce genre de crampons. Ça, c'est du bon sens. Au niveau des points positifs pour moi maintenant, parce qu'il y en a, ça a été une excellente chaussure au niveau de la promesse de confortabilité, et de maintien du pied. Clairement, on est dans un chausson, on est assez bien, maintenu, protégé des chocs. Là-dessus, il y a rien à dire. Au niveau de l'accroche, pareil, une accroche terrible sur pratiquement tous les sols. Alors, il y a un moment, ça glisse forcément, mais par rapport, par exemple, à une Salomon, sans vouloir citer les concurrents, mais par rapport à la dernière, Salomon Genesis qui n'a aucune accroche, qui a d'autres points positifs, je vous ferai une vidéo dessus, mais qui n'a pas l'accroche. Celle-ci accroche extrêmement bien et le pied y est très, très bien dedans. Je n'ai pas eu d'ampoule, il n'y a pas eu de point de friction et petit point positif supplémentaire, je trouve qu'il y a une plateforme avant au niveau du pied qui est assez large, ce que n'ont pas toutes les chaussures, ce qui fait que mon pied est relativement à l'aise dans la chaussure et n'est pas compressé au niveau des doigts de pied. Je vous mime mes doigts de pied là, c'est un mime de doigts de pied, OK? Donc mes pieds sont assez larges et ont la place de s'exprimer dedans et ça, c'était vraiment très, très agréable. Au niveau, des points forts, c'est vraiment là-dessus que j'axerai, mon commentaire. Pour le reste, le laçage et cetera, bien, sans plus, normal, on va dire. Ce qu'on attend d'une chaussure, ça fait le taf. Pas déçu, pas mécontent, on est juste normal. Au niveau des points négatifs, on en a 2 majoritaires à mon sens qui se dégagent. Le premier, c'est le poids. On a une chaussure de 245 grammes pour une taille 40. Donc évidemment, plus elle est grande, plus elle est lourde. Ça se joue à pas grand-chose en termes de grammes. On est d'accord, c'est une chaussure de trail, c'est toujours plus lourd. C'est une chaussure où on vise sur le confort. Donc elles sont toujours plus lourdes que celles qui sont en carbone ou dynamique. Évidemment, là-dessus, zéro débat. Mais on sent qu'on a une chaussure au pied, même si c'est pas la plus lourde que j'ai pu tester, elle reste moins lourde que certains modèles de chez Brooks notamment. Et le deuxième point qui pour moi là, pèche assez sévèrement. Vous pouvez le voir au niveau des crampons, il n'y en a plus du tout. La chaussure a peine 300 kilomètres. Alors certes, j'ai fait le GR20, extrêmement technique, roulant et de la roche abrasive. J'étais pas non plus à La Réunion, sur les sentiers de La Réunion. J'étais vraiment sur, des chemins techniques certes, un petit peu abrasifs, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiers. Elles sont pas censées finir dans cet état-là après 300 kilomètres. Il y a le bout de la chaussure qui commence à se décoller, au niveau des crampons et même de la mousse. Je sens mon talon taper le sol directement. Bref, une durabilité, elles m'auront fait 3 mois. Je trouve quand même que pour une chaussure à 160 €, 3 mois, c'est un petit peu léger. Mais là-dessus, je jette pas la pierre qu'à Oka, c'est plutôt le mood global, de tous les équipementiers qui montent de ouf les prix. Alors l'inflation, la matière première qui augmente et cetera, why not? Mais toujours est-il que trouver une paire de chaussures à 100 balles maintenant, c'est très, très compliqué. Si en plus de mettre 160 € dedans, la chaussure ne fait que 3 mois, ça me paraît un peu léger. Alors attention, c'est uniquement ma paire, j'en ai discuté avec d'autres, propriétaires de Hoka 6. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si c'est votre cas, qui m'ont dit que leur paire avait un peu mieux résisté. Est-ce qu'ils les ont autant malmenés que moi? Est-ce qu'ils ont, moins borné? Est-ce que les sentiers étaient moins techniques? Parce qu'évidemment quand tu es sur de la gadoue ou de la boue, tu préserves le crampon de fou comparé à ce que j'ai envoyé sur la Corse notamment. Donc ça fait sens, mais par exemple sur la fin de la Corse, j'avais pas pris de chaussures de rechange parce qu'hyper léger. Si tu as pas vu ma vidéo sur la Corse, je te la remets juste là. Le GR20 en 5 jours, je pouvais pas prendre de paire de chaussures de rechange et j'avoue que c'était un peu léger et c'est pour ça que sur l'UTMB de Nice, au 40e kilomètre, j'ai changé de paire de chaussures parce qu'elle glissait de fou et que même si j'étais bien dedans encore, j'avais plus d'amorti et j'avais plus d'accroche. Sur 160 kilomètres, c'est très compliqué. Donc voilà, sachant qu'elles sont vendues pour de l'ultra normalement. Voilà au niveau de mes points positifs et de mes points négatifs. Hésite pas à me dire en commentaire, je suis là pour discuter essentiellement. Donc hésite pas à me dire en commentaire de façon constructive si tu as le même point de vue, si tu as essayé, si tu as envie d'essayer, si tu as déjà mis quelques bornes dans une Oka Speedgoat, si tu as la 5, la 4, la 3, la 2, la 1, tu as compris le modèle équivalent. Bref, ce que tu en penses, hésite pas, ça permet de voir que ça sert à quelque chose. Pareil, pour me remercier si ça t'a servi, hésite pas à liker, à t'abonner, pourquoi pas, pour voir d'autres aventures. Je suis pas toujours aussi sérieux, c'est pas le but.
Sinon, j'espère que ça t'a servi, que tu as trouvé ce que tu étais venu chercher. Je te souhaite une très bonne journée, une bonne fin de recherche et peut-être un achat de Speedgoat 6. Allez, ciao, bye!